En Espagne, la commission électorale prolonge le délai de vote par correspondance à quelques heures de l'échéance pour les législatives de dimanche. En Espagne, les élections générales auront lieu ce dimanche. Dans ce journal, nous nous demanderons si le bipartisme politique est de retour. Les villes portuaires du sud de l'Ukraine visées par des frappes russes depuis l'expiration de l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes par la mer Noire. Convoquées au beau milieu de l'été, les élections législatives espagnoles de dimanche ont forcé plus de 2 600 000 électeurs à voter par correspondance, vacances oblige. Signe d'une fébrilité autour du sujet, la commission électorale a décidé ce jeudi, à quelques heures de l'échéance, de prolonger le délai de remise par les électeurs des enveloppes de vote à la poste jusqu'au vendredi 21 juillet à 14 h, afin de faciliter autant que possible le droit de suffrage des citoyens. Depuis le début de la campagne électorale, l'opposition met en doute la capacité des services postaux à faire face à cet afflux. Le bipartisme est-il de retour en Espagne? C'est la question que se posent les experts à l'approche des élections générales ce dimanche 23 juillet. Les formations traditionnelles socialistes et conservatrices ont le vent en poupe. Mais de jeunes partis comme Ciudadanos ou Podemos peinent à trouver leur place et ne figureront pas sur les bulletins de vote. Los ciudadanos están cansados de unos proyectos que nacieron con muchísimas grandes esperanzas y que se han revelado un bluff. Autre obstacle, la loi électorale espagnole qui donne plus de poids au vote des provinces, là où l'on vote généralement pour les grands partis. Dándole mucho peso a estas circunscripciones pequeñas y medianas de las que siempre hablamos, donde en función de su población pues tendrían una representación más minoritaria de lo que tienen, ¿no? Y tienen un gran peso en las decisiones. L'essentiel de leur réserve de voix se trouve pourtant en ville. Han sido más partidos urbanos que no partidos rurales, porque evidentemente en las ciudades para ellos ha sido más fácil instalarse. Alors quel avenir pour ces partis? Les observateurs prédisent le déclin de Ciudadanos. Podemos, de son côté, a opté pour une coalition avec Sumar, une formation progressiste et féministe. Nadie puede negar que ha tenido éxitos, incluso a nivel económico, pero también es verdad que ha sido una coalición de gobierno marcada por muchísimas diferencias entre los partidos principales, y luego que ha tenido que tener también acuerdos con los independentistas, con Bildu, con una serie de fuerzas políticas que en España sigue sin gustar mucho. Con la pandemia, incluso con la guerra de Ucrania, pues como has visto, se ha intentado también desde Europa, por supuesto, dar una salida menos radical que afecte a los ciudadanos y a la clase media de lo que se hizo en 2008, ¿no? Entonces eso también, bueno, pues ha sido un escenario diferente para que también los partidos tradicionales puedan consolidarse. Estamos volviendo al voto útil. Yo personalmente creo que están buscando la solución que a ellos le parezca la menos mala. Bruxelles suit de très près les élections en Espagne. Depuis le 1er juillet, Madrid occupe la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Mais cet exercice européen sera mis entre parenthèses le temps des législatives du 23 juillet qui pourraient déboucher sur une nouvelle majorité. Desde el punto de vista de las instituciones europeas, la convocatoria electoral del 23 de julio sentó como un jarro de agua fría. Pour obtenir la majorité, le Parti populaire pourrait inclure au gouvernement le parti d'extrême droite Vox. Après la Hongrie, la Pologne et l'Italie, Bruxelles craint le renforcement des partis d'extrême droite au sein des institutions européennes. Eso podría, de alguna forma, generar cierta alarma en algunos de los equilibrios que hay ahora mismo en Bruselas. Dicho esto, es cierto que los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, han dejado fuera de la campaña electoral todo aquello que tiene que ver con Bruselas y con la Unión Europea. Es decir, podemos decir que a grandes rasgos están de acuerdo, hay sintonía. Le Parti Vox pourrait influencer la nouvelle politique migratoire de l'Espagne. Hay un discurso con evocaciones negacionistas que está muy bien para
intentar hacer un ejercicio de populismo electoral, pero que desde el punto de vista de la policy y no de la politics son inaplicables. En otras materias, como puede ser el debate sobre la migración, yo creo que el Partido Popular haría mal si intenta hacer concesiones en materias que son muy sensibles. Sin mayorías absolutas a la vista, las últimas encuestas apuntan a que la presidencia del Gobierno de España se decidirá por un puñado de escaños el próximo domingo 23 de julio. Será una noche de infarto también en Bruselas. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Les villes portuaires du sud de l'Ukraine continuent d'être visées par des frappes russes depuis l'expiration de l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes par la mer Noire. Ici, à Mykolaïv, ville de construction navale, plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés, au moins 18 personnes ont été blessées. À Odessa, 2 personnes ont dû être hospitalisées à la suite d'une frappe qui a causé des dégâts dans le centre de la ville. Dans la nuit de mardi à mercredi, des terminaux céréaliers et des infrastructures portuaires avaient été ciblés par les forces russes dans les ports d'Odessa et de Tchernomorsk. Le Kremlin met la pression pour obtenir un allègement des sanctions occidentales dans le cadre des discussions sur l'accord céréalier. Это вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе. Должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий. Tous les navires se dirigeant vers les ports ukrainiens de la mer Noire seront désormais considérés par Moscou comme des bateaux transportant potentiellement des cargaisons militaires. L'ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée par des manifestants tôt jeudi matin. Des partisans du leader religieux Moqtada Sadr s'étaient rassemblés devant le bâtiment pour contester l'autorisation d'un événement où un Coran doit être brûlé à Stockholm. Salwan Momika, irakien réfugié en Suède, a prévu de brûler un Coran et un drapeau irakien devant l'ambassade d'Irak dans la journée, après avoir reçu l'aval de la police suédoise. Il avait déjà commis un acte similaire devant une mosquée de Stockholm fin juin, le jour de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. À Bagdad, les forces anti-émeutes ont été déployées pour disperser les manifestants. Le ministre irakien des Affaires étrangères a fermement condamné l'incendie de l'ambassade de Suède et demandé l'ouverture d'une enquête. Le personnel de l'ambassade est lui en sécurité, selon le chef de la diplomatie suédoise. Une fusillade a éclaté dans le centre d'Auckland au jour de l'ouverture de la Coupe du monde féminine de football organisée par la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La fusillade qui s'est produite sur un chantier de construction a fait 3 morts, dont le tireur, et 6 blessés, parmi lesquels des policiers venus intervenir. Les autorités ont évoqué un acte isolé. La piste terroriste n'est à ce stade pas privilégiée. Selon le Premier ministre néo-zélandais, la sécurité nationale n'est pas menacée. The offender was armed with a pump-action shotgun. He moved through the building site, discharging the firearm as he went. Upon reaching the upper levels of the building, the man contained himself in an elevator. Shots were fired and he was located a short time later. Après discussion entre le gouvernement néo-zélandais et la FIFA, le mondial féminin est maintenu. Plusieurs équipes participant à la compétition séjournent actuellement à Auckland, la Nouvelle-Zélande, la Norvège ou encore les États-Unis, tenants du titre. C'est la conséquence de plusieurs jours de très forte chaleur. Une partie de l'Europe de l'Est doit faire face à de puissantes tempêtes, semant le chaos sur leur passage. En Serbie, des rafales de vent ont fait tomber des lignes électriques, privant de courant une partie de la population. L'aéroport de Belgrade, la capitale, a même dû être temporairement fermé. Situation similaire en Croatie où les transports en commun ont dû être suspendus.
Les services d'urgence sont saturés d'appels et peinent parfois à intervenir dans certaines zones inondées. Si les conséquences sont surtout d'ordre matériel, 2 hommes âgés de 50 et 48 ans sont décédés après la chute d'un arbre à Zagreb. En Slovénie, le ciel bleu est de retour, mais des dizaines de milliers de personnes restent privées d'électricité. Et partout, l'on s'active pour réparer les dégâts. Des campeurs ont également été évacués de leur lieu de vacances. La chaîne de télévision publique RTV fait aussi état d'un mort et d'un blessé, un bilan toujours provisoire. La cagnotte de soutien à la famille du policier qui a tué le jeune Naël fait l'objet d'une enquête à Paris. Plus d'1,6 million d'euros ont été récoltés lors de cette cagnotte organisée par la figure de l'extrême droite Jean Messia. Les investigations ont été confiées à la sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire après une plainte déposée par la famille de Naël. Elle dénonce notamment des manœuvres frauduleuses et des mensonges de Jean Messia visant à tromper les donateurs pour récolter des fonds. Dans un contexte de forte tension avec les pays occidentaux, la Russie et la Chine ont entamé jeudi des exercices militaires conjoints en mer du Japon. Ces exercices, qui doivent durer jusqu'à dimanche, impliquent notamment des missions anti-sous-marines et de combat naval selon le ministère russe de la Défense. Les 2 pays, qui partagent une volonté commune de contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine, se sont rapprochés dans le domaine militaire depuis l'invasion russe de l'Ukraine.